Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Scandale à la Sodexam. 625 millions de francs CFA détournés, 3 agents arrêtés justement. Ils ont été soupçonnés de détournement et sur la base d'irrégularités dans les comptes comptables, ils ont été mis aux arrêts le lundi 30 septembre 2024 après avoir avoué les faits. En second point de cette première partie, nous aurons à réagir sur les propos tenus par le président du COJEP, Charles Blé Goudet, justement sur les récentes déclarations de Robert Bourgui, qui l'a écrit dans son livre « Ils savent que je sais tout ». Et enfin, pour terminer cette première partie, nous aurons à réagir avec M. Didier Akwete, président du groupe Afrique Search. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Comme tous les soirs, nous sommes là pour éplucher l'actualité sociopolitique avec nos amis. Et ce soir encore, nous sommes très heureux. Bon, j'ai pas le choix. De recevoir Herman, je ne veux pas dire heureuse. Bonsoir Herman, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Élisée Boloube, rappel des faits sur la situation à la Sodexam. Selon une note rendue publique ce mardi 8, il est fait écho de ce que des actes, des opérations frauduleuses, voilà, portant sur la somme d'environ 625 millions de francs CFA auront été découverts au niveau de la Sodexam. Et donc, ce qui a nécessité, bien évidemment, la saisie du pôle pénal économique par le directeur général, parce que c'est important de le rappeler. Et le directeur général, M. Jean-Louis Moulot, voilà, par ailleurs maire de la commune de Grand-Bassam, a donc, bien évidemment, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, s'est rendu compte d'opérations frauduleuses au sein de son administration. Et donc, il a saisi le pôle pénal économique afin de diligenter une enquête. Cela a été fait le 17 septembre dernier. Et le pôle pénal économique, ayant fait ses enquêtes, a abouti à la conclusion le 30 septembre. Et donc, au terme de ces enquêtes-là, 3 personnes exerçant au sein de l'entreprise, notamment au sein de la comptabilité, ont été donc sont passés aux aveux, ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et donc sont mis aux arrêts depuis quelques temps. Voici un peu les faits qui se sont avérés, mais il est important de rappeler que cette initiative, contrairement à ce que certaines presses ont voulu faire croire ou ce que certaines personnes Là, c'est votre point de vue maintenant. Non, ce n'est pas mon point de vue, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que on est tous sur les faits. Voilà, on est tous sur les faits. Voilà, selon ce que certaines presses voudraient faire croire, l'opération, ou du moins la lettre a été donnée par le directeur général. C'est lui, dans le cadre de ses contrôles, comme il a l'habitude de faire, il s'est rendu compte de certains dysfonctionnements. Et donc, pour rendre cette enquête-là indépendante, pour ne pas que demain on puisse dire que certaines personnes sont impliquées ou bien qu'il y a eu des tentatives d'influence, il a saisi le pôle pénal économique qui lui a diligenté son enquête. Et au terme de cette enquête-là, il s'est avéré que 3 personnes ont été reconnues coupables. Elles sont passées même aux aveux. Et ces 3 personnes-là, depuis quelques jours, sont en détention. Maintenant, sous quel postulat vous appréciez moi, je voudrais déjà saluer l'initiative du directeur général de la Sodexam. C'est vrai. Très souvent, ce n'est pas un exercice qu'il est courant de voir chez nous, voir le directeur général d'une entreprise saisir le pôle pénal économique comme ça pour engager ou bien pour diligenter une enquête au sein de son administration. Ce n'est pas des choses qui courent les rues. Et ça, je pense que c'est une bonne gouvernance, c'est une bonne méthode et j'apprécie en tout cas cette manière de faire. Maintenant, de l'autre côté aussi, il faut qu'on puisse relever le fait que nous, en tant que citoyens, parfois sur ce plateau, on a accablé les dirigeants. On a même condamné certains sans même que le procès n'ait été ouvert. On a même déjà condamné certaines personnes. Mais nous, en tant que citoyens, notre responsabilité est mise en jeu ici. Comment cela? Mais quand on regarde ces personnes-là, c'est des personnes à qui on a offert l'opportunité d'avoir du travail à la Sodexam. Mais regardez la récompense de ces personnes vis-à-vis de l'État et vis-à-vis même de l'employeur. Parce que c'est très facile souvent de dire les dirigeants volent, les dirigeants ne font pas ceci, les dirigeants sont corrompus et autres, tout ça. Mais nous, citoyens, qui sommes à ces postes de responsabilité, c'est ce que je disais ici hier quand on était sur le plateau. J'ai dit, il faut que nous-mêmes, au lieu de chaque fois indexer les uns les autres, nous prenons le temps parfois de nous remettre en cause. Est-ce que nous sommes exempts de reproches? Est-ce que notre attitude vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'État, est conforme à envoyer notre État sur le chemin du développement ou bien
il plombe notre État. C'est important. Si à chaque niveau, chacun se pose la question et prend l'engagement de pouvoir marcher conformément selon les règles et d'être à un moment donné de sa vie au moins honnête, ça je le dis toujours sur le plateau, si honnête, vous verrez que le pays se portera nettement mieux. Est-ce que vous reconnaissez donc ces valeurs-là dans l'action du directeur général? Mais bien sûr, c'est ce que je disais en entame aujourd'hui. Ça, c'est une attitude qui devait logiquement être empruntée par tous ceux qui sont élevés en dignité, qui gèrent notre administration. Très bien. Se faire des contrôles régulièrement, s'auto-évaluer, jeter, s'auto-éditer, auditer, pardon, si je peux le dire ainsi, pour qu'on voie les failles, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau comptable, pour qu'on puisse apporter les correctifs nécessaires. Et ça, c'est une très bonne attitude. Et je crois que l'exemple de M. Jean-Louis Mouleux est à saluer. Daouda, est-ce que vous partagez le même avis qu'Élisée Bouloubeu? Oui, effectivement, je partage le même avis que lui parce que quand on a essayé d'approcher le dossier, effectivement, c'est lui qui diligente l'enquête. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Mais je pense que M. Mouleux est en poste depuis 2018. Mais bon, même si son décret a été plus ou moins signé en 2019, on n'a jamais entendu qu'il y avait eu des malversations là-bas, à part ces dernières semaines. Il y a toujours une bonne gestion? Je pense, pour moi, qu'il a eu toujours une bonne gestion. Mais pour moi, aujourd'hui, il faut se plancher, en fait, sur comment prévenir ce type de détournement, en fait. Parce que généralement, dans nos sociétés d'État, malheureusement, il n'est pas courant, franchement courant, de voir des audits réguliers et aléatoires. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. C'est une nouvelle nature. C'est que chaque 6 mois, chaque 3 mois, de façon... Parce qu'aujourd'hui, on a vu ça au niveau de la comptabilité. Mais il faut aller dans d'autres départements pour aller fouiller. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent être vues là-bas. Ça, la deuxième chose, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une séparation de fonctions. Généralement, dans nos administrations, que ce soit dans le public, mais je vais m'arrêter sur le public, c'est mieux. Dans le public, généralement, celui qui fait les approbations des dépenses, c'est la même personne qui va faire la gestion des paiements, c'est la même personne qui va tenir la comptabilité. Donc, il a le temps de passer les écritures que lui, il veut. Donc, souvent, je veux dire, il faut pouvoir séparer les choses de sorte à ce que l'ordonnateur ne soit pas forcément celui qui va faire les approbations des dépenses. Donc, du celui coup, qui ordonne, soit celui qui fera le contrôle, peut-être. Et puis, l'autre chose sur laquelle j'aimerais terminer, il faut que dans nos administrations publiques, et je pense que c'est la mission aujourd'hui que le gouvernement s'est donnée, il faut qu'on modernise notre administration de sorte à pouvoir numériser le processus. De sorte que le fichier est tellement numérisé que finalement, pour pouvoir faire des sorties, c'est minimiser l'action humaine dans cela. Parce que chaque fois, Élisée le disait, on entend, il y a eu détournement ici, il y a eu détournement là-bas, il y a eu détournement ici. Ça, c'est le top management. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes, acteurs même de tout cela, qui avons tendance généralement à critiquer ces personnes-là, qui sont aujourd'hui les acteurs de ce détournement. C'est cela. Mais bon, je peux comprendre d'une certaine manière, mais je suis en accord avec Élisée sur la question. D'accord. Herman Aboua, quel est votre regard de la situation? Déjà, l'action du directeur général de signaler, attention, il y a problème ici, chez moi. Bon, en tout cas, comme Élisée, je salue déjà cela. De façon expresse, le directeur général, un administrateur central d'une structure publique de l'État, puisse lui-même diligenter en interne je dis une enquête sur le process de contrôle des finances. C'est du jamais vu. Et puis en plus, aller saisir, après cela, saisir le pôle pénal économique. Moi, je pense que les administrateurs, généralement, ils évitent même de faire venir le judiciaire dans leurs petites affaires. C'est peut-être parce qu'ils ne se reprochent rien. Ça, c'est intéressant à savoir. Maintenant, l'autre chose qui me dérange un peu, toutes les fois, on constate que toutes les fois, quand il s'agit des seconds couteaux dans les administrations, les enquêtes vont aussi vite. Ouais, le pôle pénal économique a pris ça le 17 septembre, le 30 septembre, c'était bouclé. 13 jours. En 13 jours. Or, pour certains cas, quand il s'agit de certains directeurs généraux, certains directeurs centraux, et souvent même des vents de détournement, ou bien des soupçons de corruption, ou bien de malversation dans des ministères, lorsque ça touche les grands bonnets, on ne connaît pas la suite. Ou bien on a écho de cela, mais on ne sait pas où est-ce que ça aboutit. Ces choses-là, ça pose un problème même de la corruption dans nos administrations, qui devient pour moi systémique. Ouais. Je reste avec vous. Qu'est-ce qui, selon vous, a donné donc la célérité justement à l'enquête ?
Ouais, mais Est-ce la collaboration de tous au niveau donc, de la Sodexam? Comment est-ce que vous l'analysez? Mais d'abord parce que le directeur général lui-même n'a pas attendu que ce soit le pôle pénal économique qui fasse la diligenté, qui fasse une découverte en Esther et qui vienne chercher à découvrir quelque chose. Lui-même, dans son process de contrôle, il a pu découvrir des failles de ses collaborateurs. Donc, il prend le devant, en interne, il constate cela, il déverse. Mais moi, je dis que même quand il déverse, la célérité, lorsque le pôle pénal économique reprend l'affaire, la célérité, il y a eu des cas ici où on n'a pas vu la même célérité. Autre chose, moi je pense qu'aujourd'hui, ce type d'affaires-là, ça met en lumière un problème de la corruption en Côte d'Ivoire et l'importance de lutter contre ces fléaux de façon... Parce que Daouda le disait, c'est aujourd'hui finalement des jeunes cadres dynamiques qui ne sont même pas des premiers responsables d'une entreprise qui trouvent eux aussi leur système pour pouvoir manger un peu, comme on le dit dans le jargon. Manger un peu et finalement, ils mangent un peu, ça devient un cas comme celui-ci. Et ça, c'est à la Sodexam, parce que le directeur général a eu encore une fois le nez creux pour pouvoir diligenter de façon interne. Je pense que les autres directeurs centraux doivent pouvoir aussi essayer de mettre ces genres de mécanismes de contrôle, même de leurs finances en interne, avant même d'attendre à ce que le pôle pénal économique s'en saisisse. Très bien. Marius, comme avec vous, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu le profil du directeur général de la Sodexam et justement l'action qu'il a menée. Ensuite, la réaction, le point d'Herman sur la célérité dans la gestion de ce dossier. Marius, comment est? Alors, il faut dire tout simplement que M. Jean-Louis Moulot est un pur produit de la politique de M. Ouattara, dont il a été le chef de cabinet, pour ce que nous savons. Et donc, nommé à la tête de la Sodexam, et avec ce qu'il vient de poser comme acte, il faut appeler un chat un chat. J'avoue que je suis fortement émerveillé et je puis vous assurer que c'est comme ça que nous voulons voir notre administration fonctionner. Des gens sont nommés à des postes de responsabilité au fin, naturellement, d'exécuter des tâches à leur confier, soit par un décret qui les a nommés, soit par un arrêté qui les a nommés. Il faut qu'ils fassent preuve d'honnêteté professionnelle. Il faut qu'ils soient au-dessus de tout soupçon. Et en saisissant le pôle pénal économique et financier, M. Jean-Louis Moulot, pas Billon. Moulot, parce qu'en tout cas, on a beaucoup parlé de M. Jean-Louis Billon souvent ici. Et donc, M. Jean-Louis Moulot montre à qui veut l'entendre qu'il a les mains propres et qu'il n'a rien à se reprocher et donc que sa gestion pourrait faire l'objet justement d'un audit du pôle pénal économique et financier au fin d'y déceler les dysfonctionnements constatés. Et les dysfonctionnements ont permis d'épingler des individus qui, tout de suite coincés, ont dû donc rembourser passer aux aveux et rembourser sur les 625 millions qu'ils ont détournés. Ils ont remboursé 155 millions tout de suite et maintenant. Mais c'est incroyable que des Ivoiriens, après avoir tant souffert sur les bancs d'école, on leur trouve un emploi. Là où tout le monde aujourd'hui recherche un emploi, on vous trouve un emploi. Et vous, ce que vous savez faire, c'est les micmacs, c'est la nébuleuse. C'est fossoyeur de la République. Fossoyeurs de la République, creuser dans les caisses de la République. Mais cela est systématique, cela aussi est à l'image de la gestion de la chose publique, telle que cela nous a été souvent démontré, comme le disait Herman, par certains au plus haut niveau du sommet de l'État. Justement, Daouda, la haute autorité pour la bonne gouvernance fait-elle un travail assez remarquable, justement, qui pousse des dirigeants comme le directeur général de la Sodexam à prendre les devants, justement, et à présenter les failles du système, même dans sa propre entreprise. Je pense qu'effectivement, la haute autorité de la bonne gouvernance qui est gérée par M. Zoro Bi Epiphane Balo fait un travail remarquable. Dernièrement, je pense qu'il y a des hauts cadres qui ont été épinglés en la matière. Mais Christelle, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais revenir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plateau, on est tous unanimes pour dire que M. Jean-Louis Moulot a fait un superbe travail, mais il est important aussi de voir que dans ce travail-là, il y a quelques failles. Allez-y, Daouda. Et ces failles-là, pour moi, parce que à quel moment M. Jean-Louis Moulot commence à communiquer sur l'action de détournement? À quel moment? C'est parce que justement, il y a un média qui s'appelle L'Essor, qui sort, comme nos confrères de L'Essor sortent des chiffres de plusieurs milliards qui auraient été détournés. Et finalement, comme ça passe sur des thèmes de gros milliards,
Après cela, on a d'autres articles de presse qui sortent pour nous dire clairement Donc que... selon vous, l'article aurait attiré son attention? Forcément, mais parce que tout à l'heure, on a parlé de la date du 17 septembre. À la vérité, c'est le 17 que l'enquête, les gens sont convoqués au, comment on appelle ça, Au pôle pénal. Au pôle pénal. Et c'est pratiquement le 30 qu'on a le conclusions, le résultat de on va l'affaire. dire. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Aujourd'hui, nous sommes le 8. Donc, pendant toute cette période-là, on pouvait nous dire, dans le cadre, chez nous, aujourd'hui, ici, comment on appelle, permettez, je vous comprends, après vous avez le temps de parler. Mais qu'est-ce qui a parlé? Donc, c'est ce que j'essaie de dire. Non, mais vos gestuels, ça. Je sens que vous bouillonnez, mais permettez. Je vois. Il termine et puis vous aurez la parole. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'au-delà de tout ce que je suis en train de dire, il aurait été bien séant pour ma part d'être le premier à en parler que d'attendre que la presse nous mette un peu la pression avant d'en parler. Très Premier bien. point. Deuxième deuxième point, c'est, vous voyez, je parlais de contrôle aléatoire et inopiné. C'est ce détournement de 625 millions, mais ça a été étalonné sur plusieurs mois. Je dirais bien de janvier jusqu'à octobre. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contrôle durant toute l'année. Donc ça veut dire qu'en termes de solution, il faut que par trimestre, il y ait des contrôles. Il y ait des contrôles et qu'on ne sache pas dans quelle direction il y aura des contrôles. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Très bien. Voilà. Merci Daouda pour vos points. Élisée voulait réagir, Herman, et puis Marius Komo. Élisée, commençons par Oui, moi je veux rebondir sur la première intervention de Daouda quand il parle de la SODESAM aurait pu communiquer sur ça avant que la presse ne s'en fasse l'écho. Il faut savoir un peu comment les instructions judiciaires se font. Quand une affaire est en instruction, vous n'avez pas le droit d'en parler. L'enquête se poursuit. La preuve, c'est vrai qu'il y a 3 qui ont été incriminés, mais l'enquête n'est pas finie. Si vous lisez très bien, il est même dit encore que l'enquête s'étend à certains autres services. Tout à fait. Parce qu'on veut vraiment tracer pour arriver jusqu'à ceux qui sont... Donc l'enquête n'est pas encore finie. Il s'avère que dans l'institution, des gens ont parlé un peu trop. Et donc, des médias qui sont en quête éventuellement de publicité et pour vendre aussi, ont saisi l'affaire et l'ont rendu public, l'ont ventilé. Donc, dès cet instant... Non, c'est pas une affaire de confraternel. C'est pas une affaire de ne pas être confraternel. Donc, quand ils finissent, l'institution se sent obligée quelque part de donner au moins, de communiquer là-dessus, de dire ce qui s'est réellement passé. Parce que justement, devant, quand vous avez un traitement de l'information qui ne tient pas compte, en réalité, de l'éthique et de la déontologie, parce que là, on parle de plusieurs milliards volés, détournés. On brandit même la tête même du directeur général. Parce que c'est ça aussi. On est tous dans la presse, on est dans les médias. Notre métier, là, ça exige une déontologie. Ça exige une déontologie. Je ne suis pas confraternel. Hein. Je ne suis pas anti-confraternel. Mais je suis là pour défendre une corporation qui me tient à cœur, qui est le journalisme. Je dis que quand on donne des faits, il faut qu'on prenne la peine de vérifier ces faits. On ne peut pas les grossir comme ça pour livrer des gens à la vindicte. Ça aussi, je ne suis pas d'accord avec ces faits. Ça, ce n'est pas du journalisme. On peut trouver un autre nom à cela, mais ce n'est pas du journalisme. Et moi, je ne peux pas admettre et accepter que même si c'est un confrère, il tienne de tels propos et que je sois là à cautionner. Ce n'est pas possible. Très bien. Alors, c'est son point de vue. Hein. C'était des milliards annoncés, mais en réalité, c'est plutôt 625 millions de francs CFA, en mettant en parenthèse que les enquêtes se poursuivent. Voilà, messieurs, on avance. Non, je veux dire juste vraiment, quelque chose. Herman, vraiment la demi de la seconde. On va avancer. D'abord, il faut savoir que la SODESAM, c'est la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire. Ce que je voulais ajouter à ce qu'Élisée disait, qui était très pertinent, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est parce que l'affaire a eu une instruction. C'est pas parce que nos confrères de la presse ont mené une enquête, c'est parce qu'ils ont eu vent, justement, qu'une enquête était diligentée au fin de savoir, au niveau du pôle pénal économique, pour savoir ce qui se passe. Mais il faut retenir que, dès le départ, c'est la SODESAM, la direction générale de la SODESAM, qui a fait une sorte d'enquête en interne. Et ça, il faut révéler, et qui a saisi par la suite le pôle pénal. Et c'est pourquoi nous, on salue cette démarche-là. Après, on peut trouver d'autres choses à dire. Peut-être l'enquête, quand ça va continuer, le pôle pénal économique va venir nous dire exactement combien il y a, mais il ne faudrait pas qu'on fasse comme si c'était nos confrères qui ont ébruté l'affaire, qui ont mené une enquête et qui ont vu qu'il y avait un soupçon de détournement et qui ont révélé l'affaire au grand public. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. La direction générale elle-même Moi, je sens beaucoup de auditionné. Merci beaucoup, messieurs. Non, mais en vérité, les enquêtes continuent. Ce que je voulais dire rapidement, les enquêtes continuent, Daouda. Les enquêtes continuent. Vous savez qu'on a un sujet également important. Les enquêtes continuent, donc le sujet reviendra sur la table, rassurez-vous. Alors, messieurs, ils savent que je sais tout. Ce livre, récit d'Albert, du Mozart d'Albert,
de Bourgui fait des vagues, et même en Côte d'Ivoire. Robert Bourgui fait des vagues, même en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, président du COJEP, a pris la parole et dénonce. Pourquoi maintenant? Que recherche-t-il? Pourquoi en parler après le silence ahurissant qui a eu lieu pendant le procès? Bref, on débriefe, messieurs. Mais avant, essayons de comprendre un peu le personnage, le profil de l'homme. Qui est Robert Bourgui, Herman Aboua? Robert Bourgi, les gens disent voilà. Bourgi. Robert Bourgi, certains disent que c'est un spécialiste des questions africaines. Personnage très controversé d'ailleurs. Robert Bourgi est considéré aussi comme un représentant de la France-Afrique. Il aura incarné pendant 30 ans, les relations entre la France et ses anciennes colonies, dont notamment la Côte d'Ivoire. Il est héritier de Jacques Foccart, il se reconnaît derrière de lui, l'homme qu'on sait de la grande France-Afrique, docteur d'État en droit public, il faut dire qu'il est allé à l'école, c'est pourquoi il écrit souvent, avec sa thèse soutenue en 1978, tenez-vous bien, c'est sûr, le thème, le sujet, De Gaulle et l'Afrique. Il est aussi diplômé d'études supérieures en sciences et politiques. Et il est une figure discrète, finalement, de la France-Afrique. Il dit qu'il est un proche du président, c'est dans l'ancien président sénégalais, donc de toute sa gouvernance depuis le président sénégalais Abdoulaye Wade, voilà, de 2000 à 2012. Il est même dit qu'il est l'ami jusqu'à ce jour du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est toujours en fonction depuis 1978-19, et même d'ailleurs du président Laurent Gbagbo, de 2000 jusqu'à 2011, qu'il appelle son ami. Mais je voudrais dire une chose, il ne faudrait pas le confondre à Albert Bourgi, qui est son frère, qui est le véritable ami, qui est connu de tous de Laurent Gbagbo, qui est lui universitaire et non pas un judiciaire. Mais alors, Herman, maintenant, quand on finit de dire un peu, donner le profil de l'homme, certaines personnes ont reproché à Charles Blé Goudé d'avoir pris la parole alors qu'il n'aurait pas été mentionné dans l'œuvre ou qu'il ne devrait pas se sentir concerné. Lui dit non. On développe avec vous, Herman. Mais moi, je pense que sur l'opportunité de Charles Blé Goudé d'intervenir sur la question de Robert Bourgi et ses révélations, ses pseudo-révélations, je pense qu'un acteur politique n'a pas d'interdiction sur un quelconque sujet. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi-même, au-delà de l'aspect de Robert Bourgi, ses pseudo-révélations, dans la sortie de M. Charles Blé Goudé, même s'il avait pris sujet, mais s'il a pris sujet la question de Robert Bourgi, je suis un peu peiné qu'il n'ait pas évoqué la question actuelle qui concerne les Ivoiriens, la crise au niveau de la FECI, surtout qu'il a été l'un des anciens secrétaires généraux de la FECI. Ça en note, vous auriez aimé qu'il réagisse là-dessus. Mais Bourgi, en même temps, est un fantôme du passé. Il ne faudrait pas le cacher, qui surgit pour vendre des livres avec ses pseudo-révélations. Bourgi, qu'on vous l'a décrit tout à l'heure, que dans ces révélations qu'il appelle les révélations choc, il parle de Laurent Gbagbo qui aurait donné de l'argent, 3 millions d'euros, 2 milliards de francs CFA pour la candidature de Jacques Chirac. Mais il y a longtemps, le président Laurent Gbagbo l'a reconnu et l'a déjà dit. Donc ce que Bourgi dit, il y a essentiellement rien de nouveau. Si on parle même sur la question de la crise post-électorale, tous les faits qu'il raconte, pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, lui qui était l'ami de Laurent Gbagbo qui racontait, il savait que son ami était dans un complot, comme il le dit. Pourquoi il n'a pas fait en sorte d'user de son poids pour essayer de calmer ce complot-là? Et on a vu ce qui a suivi. Même à l'AES, qu'il est allé une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, voir son ami Laurent Gbagbo, comme il le dit. Donc je pense qu'il sort un peu pour essayer de mélanger un peu la situation en Côte d'Ivoire. Élisée Boloube, regardons un peu le timing. Nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle avec ce livre-là, des révélations choc. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être un agenda caché? Enfin bref, comment est-ce que vous réagissez à la sortie de ce livre-là? Ok, moi je fais totalement la même lecture que Charles Blé Goudé. Ce n'est pas une sortie anodine. Ce livre-là n'a pas été écrit par pur hasard. Le choix de faire sortir ce livre maintenant n'est pas un pur hasard. Personne ne peut me convaincre que c'est un pur hasard. Parce que, vous savez, après 2010, on a eu les élections de 2015, on a eu les élections de 2020. Tout à fait. Les livres-là, ils pouvaient sortir à tout moment, et même au lendemain de 2010. Il dit qu'il veut laver sa conscience. Et c'est maintenant que ces livres-là sortent. Ok, d'accord, moi je reste pertinemment convaincu, déjà au regard de la description qu'a faite émane de ce personnage et de ce que nous savons de lui et du fait qu'il soit habitué des couloirs des palais présidentiels africains
vers l'Élysée, moi, je ne doute pas que ça répond à une stratégie. Laquelle, selon vous ? Non, une stratégie de déstabilisation, une stratégie, oui, je le dis honnêtement, une stratégie de déstabilisation, une stratégie de susciter la psychose à 12 mois d'une élection présidentielle qui est capitale pour notre pays parce que je pense que cette élection nous permet de tourner la page de tout ce qui est crise et je dis ressentiment de la crise et partir dans une autre dynamique. Donc vraiment, il y a une volonté manifeste. Maintenant, qui est-ce qui est à la base ? Je ne sais pas, mais je pense que l'avenir nous situera sur la question. Ça, c'est déjà ce que je veux dire dans un premier temps. Deuxièmement aussi, on ne perd pas de vue qu'aujourd'hui, quand on voit un peu les éléments de langage développés dans l'espace AES, ou d'ailleurs, selon ce que nous montrent les réseaux sociaux, ce livre-là, sa sortie, du moins l'interview de M. Robert Bourgi a été accueillie avec beaucoup de clameurs. Donc, on comprend tout de suite que ça répond à une stratégie. Moi, c'est tout ce que j'ai dit comme conclusion. Mais une chose est certaine. Moi, je dis, et je le dis sur le plateau, peut-être qu'il m'entendra, peut-être qu'il ne m'entendra pas, mais je dirais à M. Robert Bourgi, il gagnerait à s'intéresser aux affaires françaises. Il gagnerait à faire son mea culpa, à se libérer des démons qu'il a contribué à envoyer sur le territoire africain pendant ces années où il faisait la navette entre les palais présidentiels africains et l'Élysée. S'il a un minimum de remords, si tant est que sa volonté, c'est de laver sa conscience, je pense qu'il n'est pas sur la bonne voie. Très bien. La bonne voie aurait été autre. Et je veux vraiment que cette parenthèse-là, on la ferme assez rapidement parce que les Ivoiriens veulent passer à autre chose et ils veulent avancer. Marius Komoé, ils savent que je sais tout. Ce livre-là, qui, donc, selon les propos d'Élysée, a pignon sur rue dans certains États de l'Afrique. Mais en Côte d'Ivoire, on peut s'interroger. Pourquoi, Marius Komoé, la sortie d'un livre maintenant? Dans quel objectif? Pourquoi parler maintenant, alors qu'on s'est tu longtemps? À l'évidence, la question aurait pu trouver réponse avec certainement le brumeux, pour ne pas dire le néphélion, Robert Bourgi, qui lui-même, dans l'interview qu'il a accordée à cette chaîne de télévision française... À plusieurs chaînes déjà. À plusieurs, mais la plus importante, c'est la première qui a été la plus diffusée à travers le monde, a démontré, dis-je, qu'il est un individu de peu de confiance. C'est-à-dire, allons sur les faits. Alors, il dit, parce que les mots ont leur sens en littérature française. Bien sûr. Bien qu'il soit franco-libanais, M. Bourgi a fait de hautes études qui lui permettent d'opiner sur la question de la littérature française. Donc, les mots ont tout un sens, puisqu'il est avocat. Ne l'oublions pas. Donc, un monsieur d'une telle trempe qui qualifie M. Laurent Gbagbo d'ami, d'un véritable ami. Le mot ami a tout son sens chez nous. Et un ami est emprisonné dans les geôles d'une prison internationale. Vous n'avez même pas daigné lui rendre visite. Durant tout son séjour dans cette prison, il revient de prison. Aucune réaction. Et pourtant, vous dites savoir la vérité sur ce pourquoi il a été envoyé en prison. Vous ne vous êtes même pas constitué en témoin à décharge, ne serait-ce que devant cette cour, pendant le procès. Tout le procès. Durant tout le procès, c'est le mot que je recherchais, durant tout le procès, on a vu défiler une multitude de témoins à charge. Mais on n'a même pas entendu un Bourgi dire, un tant soit peu, que tout ce qu'on reproche au monsieur, j'en sais plus. Alors pourquoi maintenant, justement, mais justement, pourquoi maintenant? C'est ce que disait Élysée. Mais ce monsieur veut nous replonger dans l'histoire brumeuse de la Côte d'Ivoire. Très bien. Mais qu'il se rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes... Et on termine? Bientôt à 15 ans de la crise ivoirienne. Post-électorale. De la crise post-électorale. Et donc, les Ivoiriens sont passés à autre chose. D'ailleurs, le président Laurent Gbagbo, une fois rentré au pays, est allé saluer le président Alassane Ouattara, dont il ne reconnaissait même pas d'ailleurs l'élection. Mais il allait le saluer en l'appelant Monsieur le Président. Il a même dit que Monsieur Ouattara est son frère. Très bien. Bon, d'ailleurs, ça a permis à Monsieur Charles Bleu Goudet de dire que si Monsieur Gbagbo appelle Monsieur Ouattara son frère, c'est que lui, Charles Bleu Goudet, Monsieur Ouattara est son oncle. Très bien, alors, merci Marius. C'est pour vous dire que tout ça est loin de nous. Il faut qu'on nous laisse aller vers nos élections prochaines dans la paix parce que les Ivoiriens en ont jusque-là de la France-Afrique. Daouda, votre réaction termine sur ce sujet. Merci beaucoup, Christelle.
Après le portrait qui a été dressé par Herman, moi je retiens une seule chose. Monsieur Robert Bourgui aujourd'hui, c'est un vendeur de livres. Un vendeur de livres. Oui, le mot est peut-être fort, mais c'est un vendeur de livres, un médecin après la mort. Un vendeur de livres parce qu'aujourd'hui, il a écrit un livre qu'il veut vendre. Or, il faut susciter de l'émotion. Or, on sait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'émotions à revendre. Donc, il va venir toucher la corde sensible des Ivoiriens. Si ça ne tenait qu'à moi seul, on n'en parlerait pas. Parce que, comme l'a dit Charles Blé Goudé lors de son discours, il ne faut même pas accorder de l'importance à ce document-là de ce Bourgui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a dit sur ce plateau, les Ivoiriens, aujourd'hui, quel est notre combat majeur? On se bat pour tourner la page de 2010-2011. Ce n'est pas maintenant où on cherche à sortir la tête de l'eau que lui, de façon inopinée, hasardeuse, il sort un livre, je vais faire de grandes... Moi, j'ai vu les copies. Je rappelle qu'il dit qu'il veut laver sa conscience. Il a quelle conscience? Quand il soulevait des malaises, il avait la conscience. Bien vu. Pour parler de conscience, il faut en avoir, il n'en a pas. Non du tout. Il n'est pas crédible. Et parlons de crédibilité, ce monsieur qui se permet de dire dans un livre, ah, Mme Dominique Ouattara m'a promis un livre, une maison. C'est trop bas. Moi, j'ai compris un truc simple. Ce monsieur est sorti du système france-africain. Parce que quand Emmanuel Macron est venu, il a mis une haut là, à la question de la France-Afrique. Il n'est plus dans le système. Il veut revenir dans le système parce que tu as posé la question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'il est nostalgique de la France-Afrique. Nous, on n'est pas nostalgique de cela. Bien. Donc son livre, moi je le dis à qui veut l'entendre, à tout Africain, ne l'achetez pas parce que Très pour bien. moi c'est un torchon. Merci, messieurs, de vos différentes réactions sur le sujet. Pour terminer donc cette première partie, je vous l'annonçais donc à l'entame de ce temps d'antenne, nous recevons monsieur Didier Akoueté, président du groupe Afrique Search, un cabinet spécialisé dans la détection des talents et la gestion des ressources humaines. Pour l'Afrique, il faut reconnaître qu'Afrique Search est reconnu comme l'un des premiers cabinets internationaux œuvrant au développement, il arrive maintenant, œuvrant au développement des ressources humaines en Afrique et des programmes de renforcement de capacités. Rappelant qu'il a été chroniqueur à Radio France Internationale sur les problématiques de formation emploi et de création d'entreprises en Afrique, titulaire de MBA de l'École supérieure de commerce de Paris, de 2e, 3e cycle. Enfin, il y en a tellement. Permettez, souffrez que je puisse m'arrêter parce que la liste est longue. Bonsoir, merci d'être là, monsieur Akoueté. Bonsoir, madame. Merci de me recevoir. Alors, c'est vrai qu'on a expliqué que vous avez créé un cabinet spécialisé dans la détection des talents et la gestion des ressources humaines en Afrique. Mais déjà, quelles sont les raisons profondes qui vous poussent à créer un tel cabinet, monsieur Akoueté? Alors, les raisons, c'est d'abord que dans les années 90, il y avait un vrai sujet de développement du continent. Et quand vous regardiez les grands magazines, l'Afrique était vos hégémonies. Il y avait des crises politiques, des coups d'État, des crises sociales. Et il était question de savoir comment remettre le capital humain africain au cœur de cette transformation. Donc les gens étaient assez pessimistes. Et donc on s'est dit à Paris qu'il était temps que les Africains se disent on doit mettre à la disposition du continent notre expertise, notre capital humain. On s'est dit à Paris. Parce que j'y étais aussi, avec avait que les des autres Africains. Africains. La diaspora, très bien. parce qu'on avait une association à l'époque qui s'appelait Renaissance africaine, avec quelques milliers de jeunes Africains qui croyaient en l'Afrique. Et on s'est dit, il est temps peut-être de créer un véhicule, une entité qui permettrait d'identifier ces compétences pour les mettre à la disposition du continent. Et donc c'est comme ça que le cabinet est né en 1996. Et depuis, il y a des bureaux sur le continent et puis d'autres activités. Très bien. Messieurs, question, Élisée? OK. Moi, je vois que vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui concerne les PME, surtout leur développement. Et c'est ce que je vois. Je pense que c'est un peu le sens de Africa SME Champion Forum. Si vous pouvez déjà nous définir c'est quoi Africa SME Champion Forum. Et puis aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'écosystème, je vais être vraiment plus spécifique, ivoirien, est de nature à permettre l'éclosion, le développement des PME? Alors, il faut d'abord reconnaître que notre environnement économique, en Afrique en général, est constitué de petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE, très petites entreprises, et les PME. Donc c'est 95% du secteur privé. Donc on estime qu'il y a un peu plus de 100 millions de ces entreprises sur le continent. Il faut savoir que ce sont ces entreprises qui créent en fait la richesse et les emplois. C'est clair. Et il faut à peu près 15 millions d'emplois formels tous les ans pour absorber la jeunesse qui arrive sur le marché. Or, on se rend compte que finalement, ces PME sont très peu soutenues. Et donc, c'est pour ça que le continent, finalement, sa croissance économique n'est tirée que par les grands projets d'infrastructure et pas du tout par le secteur privé.
et qu'on n'arrive pas à absorber tous ces jeunes. Donc le constat était très simple. Il faut créer un environnement propice pour les PME et aussi un cadre où ces PME peuvent se retrouver, discuter, échanger, rencontrer les institutions financières, parce qu'on estime qu'à peine 20% du financement des PME sont assurés par le système financier traditionnel. Et on est sur un gap de plus de 300 milliards de dollars par an pour les PME. Donc l'idée, c'était de créer un espace pour que ces PME se retrouvent, qu'on invite les banques, les agences de développement, les banques de développement, qui disent souvent on soutient les PME, on soutient les PME, Et de créer un nouveau paradigme. Exactement, et que tous ces acteurs, une fois par an, se disent voilà le chemin qu'on a parcouru, c'est pas terrible, c'est pas mal, on peut faire mieux, etc. Donc on essaie de réformer l'environnement des PME pour qu'elles se développent plus rapidement. Alors la deuxième question, est-ce que l'environnement est propice ? La réponse est non. Sinon, on verrait des PME éclore, d'où le titre de cette année, les géants industriels. On verrait des grandes entreprises émerger dans nos pays. Depuis 10, 15, 20 ans, on voit que les PME s'ouvrent. Ça veut dire que l'environnement, les efforts sont faits, mais pas encore suffisamment pour favoriser l'éclosion de ces fameux champions ou ces géants industriels. Très bien, Herman. On va aller à une question, messieurs. Une J'ai question. deux petites questions. Une question, Herman. On note que le déficit de financement des PME en Afrique subsaharienne est estimé à plus de 300 milliards de dollars, ce qui fait environ 180 000 milliards de francs CFA. Et c'est énorme. Est-ce que ce n'est pas un problème, au-delà souvent des recouvrements auprès des pouvoirs publics qui manquent, s'agissant des PME qui travaillent dans les pays, est-ce qu'il n'y a pas une question de la gestion, même de management de ces PME? Ça, c'est la première question. Et rapidement, quel est le principal obstacle qui empêche 90% de ces PME-là africaines de franchir le cap de 5 ans. On va essayer de fusionner les deux questions en une. C'est sûr, il y a une question de gouvernance. Parce que beaucoup d'entreprises se créent, soit par défaut, parce qu'il n'y a pas d'emploi, soit parce qu'on se dit on est un peu entrepreneur et on essaie quelque chose. Donc ça reste une micro-entreprise, mais pour qu'elle grandisse, il faut d'autres capacités. Des capacités de gestion, mobilisation de ressources, convaincre ses partenaires, aller voir des clients qui vous font confiance. Donc il y a tout un ensemble d'éléments que malheureusement beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas. Maintenant, le principal obstacle reste quand même l'accès au financement, parce que même quand des PME sont structurées, ont du potentiel, quand vous allez voir une banque, on va vous demander une garantie, un collatéral, un terrain. Une fois que vous l'avez donné une fois, vous ne pouvez pas donner 2-3 fois. C'est clair. Et donc vous voyez bien que l'écosystème financier aujourd'hui est relativement limité pour pouvoir apporter cette réponse aux PME. Mais vous avez raison, il y a une question de gouvernance générale de ces entreprises. Daouda. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et ce programme, ce forum, à quoi est-ce que l'on doit s'attendre? Et comment est-ce qu'on peut y avoir accès? C'est open ou bien c'est ciblé pour un certain type de personnes? Alors d'abord, c'est sur invitation. Maintenant, à quoi on doit s'attendre? Ce forum, en fait, est destiné pour répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est dialoguer, parler des politiques publiques qui doivent favoriser l'inclusion des PME. Deuxièmement, les PME qui sont là, parce qu'elles constituent 90% des participants, discutent entre elles, essaient de nouer des partenariats, parce que vous savez qu'il y a un vrai sujet aussi de croissance de ces PME quand elles sont trop petites. Et donc aujourd'hui, il faut qu'elles se mettent ensemble, qu'elles se regroupent pour avoir une force critique, pour pouvoir répondre à des marchés, parler à un banquier, lever des fonds, etc. Donc les PME se rencontrent, discutent de deals, d'opportunités, et aussi avec des grandes entreprises qui sont là. Troisième objectif, c'est les financements. C'est un gros sujet. Très gros. Parce que beaucoup de PME ne savent même pas comment préparer un dossier pour qu'il soit bancable. Certains ne savent même pas à quel moment on peut parler à un fonds d'investissement. Certains ne savent pas un fonds de garantie. Donc il y a tout un écosystème financier qui est assez mal connu, qu'on permet aux PME de découvrir, mais surtout de dialoguer directement avec ses banquiers. Donc c'est Et pour des spécialistes en fait. J'ai une petite anecdote. Vous savez, il y avait un patron d'entreprise qui sera encore là cette année d'ailleurs, qui cherchait un financement au Côte d'Ivoire, qui avait parlé aux banques pendant des mois et des mois et des mois. Il vient au forum à Nairobi, parce qu'on l'avait organisé à Nairobi, et il rencontre un patron d'une banque ivoirienne qui est aussi à Nairobi. Et ils s'asseyent, ils disent, mais enfin, moi voilà mon entreprise, elle se développe, etc. Eh bien, ils ont fait affaire, et quand ils sont revenus à Abidjan, il a eu son financement. Donc ça permet aussi de connecter les décideurs financiers aux décideurs d'entreprise. Très bien. Pour être précis, c'est pour des sachants et Des personnes qui sont dans le domaine, en fait. l'entrepreneuriat. C'est plutôt pour des PME qui ont déjà atteint un rythme de croisière. Parce que si vous voulez, si vous réunissez des TPE-PME qui n'ont pas la capacité de lever de la dette, parler à des banques,
finalement, c'est juste un forum pour se faire plaisir. Alors, oui. Vous savez, en marketing, on parle souvent de la vallée de la mort. Oui. C'est-à-dire, quand vous créez l'entreprise, parfois le hasard fait que ça va marcher tout de suite, et puis ensuite, vous avez une période de creux. Vous savez, il y a toujours l'émulation au début. Donc, quand vous avez déjà passé 3 ans, vous avez déjà essuyé un peu les plates. Quand vous êtes à 5 ans, vous avez traversé normalement la vallée de la mort, mais qui peut revenir, hein. Donc ça veut dire que nous, on essaie de trouver des entreprises qui ont traversé un petit peu ces périodes difficiles. Donc, ils ont 5 ans de vie au total? Alors déjà, minimum 5 ans. Minimum 5 ans de vie, mais très déjà, bien. quand on a passé 5 ans et qu'on a fait de la croissance, ça veut dire qu'on peut aller un peu plus loin. Très bien. Marius Comoré, et on termine avec vous. On s'en tient donc à tout le développement que vous avez fait sur la gouvernance justement de nos PME. Vous n'ignorez pas certainement qu'en Afrique, la plupart de nos gouvernants n'offrent pas des garanties gouvernementales en termes de prêts commerciaux pour pouvoir réduire justement les risques pour les prêteurs en vue d'assurer la viabilité des PME. Quelle est votre analyse sur la question? Alors, il faut savoir qu'on ne va pas réinventer la lumière en Afrique. Et vous avez raison, ce que vous dites, ça fonctionne en Inde, ça fonctionne en Chine, ça fonctionne en Allemagne, ça fonctionne en France. La preuve, c'est que pendant les années Covid, vous avez vu comment les pays, entre guillemets, riches, ont mobilisé des ressources pour sauver leurs PME, leurs entreprises. C'est-à-dire elles ont dépensé près de 20% de leur richesse, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars pour soutenir leurs PME. Donc effectivement, les gouvernements doivent être beaucoup plus proactifs, doivent mettre beaucoup plus de ressources à la disposition des PME pour effectivement mitiger le risque, comme on dit, vis-à-vis du prêteur, mais aussi donner l'effet de levier qu'il faut pour que d'autres arrivent. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que nos gouvernements ont beaucoup de priorités, mais la priorité aujourd'hui doit être aussi autour des PME, parce que c'est la seule façon pour créer les emplois qu'il faut et créer la richesse. Et c'est un bon levier de développement, en tout cas pour le continent. Le rendez-vous, c'est du 9 au 10 octobre. À Noumotel à partir de 8h30. De 8h30. Mercredi 9 octobre, et ça se déroule jusqu'au 10 avec donc des plénières, des masterclass pour apprendre des choses. Bref, on repart avec beaucoup de savoir et beaucoup de connexions. Voire même un peu d'argent. Merci en tout cas d'être venu. Voilà le PDG de Live TV qui dit ah oui, BDR. De Vodou Group. De Vodou Group, voilà. Fabrice Savion qui sera là et d'autres géants également africains qui prendront part à Building Industrial Giant. Ce sera au Noumotel du 9 au 10 octobre 2024. Merci de porter l'Afrique à votre façon. Merci madame. Merci monsieur. On se retrouve pour la seconde partie de ce temps d'antenne. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de ce temps d'antenne. C'est encore Octobre Rose qui mobilise notre attention maintenant. Recevons Dr Kwao Kuo Siladorette. Merci d'être avec nous. Gynécologue obstétricienne. Vous êtes la directrice générale de la clinique Sainte-Rita de Gassia. Merci d'être là. Et aussi, un plaisir immense pour nous et renouvelé de recevoir Madame Agnès Crédit, première vice-présidente de la coalition des organisations de lutte contre le cancer. Sa Majesté, merci d'être là. Merci Christelle de nous recevoir. Mesdames, vous avez toutes les deux des initiatives très percutantes pour justement lutter contre le cancer du sein. Nous commençons par qui, justement, pour donner son point de vue? Je vois qu'elle se regarde. Commençons par vous, Madame Dr Kuo. Alors, pourquoi est-ce que, c'est vrai, vous êtes médecin, mais pourquoi vous engagez aussi âprement dans la lutte contre le cancer du sein? Bonsoir à tous d'abord. Je m'engage contre le cancer du sein parce que je me suis rendu compte dans ma pratique quotidienne que les femmes venaient tardivement. Elles n'avaient pas souvent l'information pour lutter contre le cancer du sein. C'est dans ce sens-là qu'avec la clinique, on s'est engagé depuis 2 ans à aller vers les femmes pour faire un dépistage massif afin de dépister rapidement ce cancer-là. Très bien. Sa Majesté, vous, on vous connaît depuis plusieurs années, justement, pour donner de la voix, pour dire attention, il y a un mal pernicieux. Aujourd'hui, est-ce que vous semblez être satisfaite, justement, de l'évolution de la sensibilisation? Aujourd'hui, on pourrait le dire, quoi qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire, le docteur vient de le dire, les femmes arrivent toujours un peu tardivement, mais elles arrivent quand même, elles arrivent plus
précocement qu'il y a quelques années en arrière, parce que les actions des ONG, des femmes et des hommes des médias commencent à porter et à avoir donc de l'effet. Sensibiliser, oui, informer surtout, faire savoir que les personnes touchées par le cancer du sein se rendent compte qu'on peut échapper à une fin de vie si on va trop assez tôt voir le médecin pour se faire soigner. Donc on sent le changement. Et on a ce pays qui est tout en rose, ces rubans roses dans les entreprises, dans les administrations. Il y a un engagement collectif. Il y a donc une prise en compte par toute la communauté de ce que chacun de nous et chacune de nous peut incarner cette voix qui peut donc rassurer, qui peut sauver, parce que c'est une voix qui informe. Et ça, c'est important. Et nous sommes là en renfort aux médecins qui soignent, qui n'ont pas forcément toujours le temps de parler. Mais quand elles trouvent le temps de parler, il faut les encourager et leur dire merci. Parce que quand on sort de sa clinique pour venir parler sur le plateau télé, c'est qu'on a besoin de montrer qu'en fait, soigner, c'est d'abord faire savoir avant de prendre en main. Merci. Herman, ensuite Élisée. Moi, je vais me tourner vers le docteur Kouo. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de le cancer du sein et autres. Souvent même, on oublie un peu, je dirais, le cancer du col de l'utérus. Je voudrais qu'elle revienne un peu sur les manifestations de ce type de cancer-là. Le cancer du col de l'utérus se manifeste par... il est en général silencieux. Les dames viennent à l'hôpital souvent quand elles ont mal au bas-ventre. En général, elles disent « j'ai mal au bas-ventre » ou quand elles saignent. Et c'est un cancer qui n'est pas mis à l'écart, puisqu'il fait partie de nos motifs de consultation. Et chez nous, à la clinique Sainte-Rita, en général, on couple le cancer, le dépistage du cancer du col et du cancer du sein, parce que ce sont les deux cancers les plus importants et mortels chez la femme. Très bien. Élisée? Ok, moi je voudrais rebondir sur les propos de Sa Majesté. Et quand elle parlait, en tout cas, je veux dire, de cette synergie d'action contre le col de l'utérus, je veux savoir de façon pratique et concrète comment cela se fait. Et est-ce qu'on n'a pas l'impression que cette mobilisation est beaucoup plus vers Abidjan ou dans les grandes cités, alors que le cancer du sein, pour moi, c'est une maladie qui s'étend sur tout le territoire, notamment en zone rurale. L'expérience a montré, en tout cas les statistiques qu'on a, que quand même en zone rurale, c'est des maladies qui se propagent aussi. Comment ça se matérialise? C'est cette synergie d'action, c'est quoi concrètement sur le terrain? Est-ce que la sensibilisation pousse vers l'intérieur du pays? Absolument, par des campagnes qui sont menées par des ONG depuis le 1er octobre, mais au-delà, puisque en fait, le cancer, on ne doit pas en parler qu'en octobre. On doit en parler toute notre vie, toute l'année. Donc, les ONG sont sur le terrain, sur le plan national. Et c'est ce qui nous a permis de nous renforcer en nous coalisant au sein de ce que nous appelons la COLCC, qui est la coalition des organisations de lutte contre le cancer, fondée à la base par 13 ONG. Aujourd'hui, nous sommes près de 26. Donc, synergie toujours. Mettre les forces en commun, aller ensemble dans une approche communautaire, mais surtout de manière plus renforcée, mener donc des combats. Et les autres sont sur le terrain. Sensibilisation, information, séance de dépistage. Donc vous nous rassurez aujourd'hui qu'il y a un véritable maillage sur le territoire. Il y a un véritable déploiement rose sur le territoire avant qu'au mois de novembre, le déploiement ne soit bleu. C'est ça que les hommes se sentent exclus. Non, ça se fait. On a conscience qu'en fait, Abidjan est déjà suffisamment gâté puisqu'on a toujours l'information disponible. Donc les ONG se font le devoir d'aller sur le territoire national pour justement continuer à sensibiliser les femmes, à les informer et surtout à organiser des séances de dépistage. Et je vais peut-être profiter pour rebondir sur la question d'Herman quand il demandait à Dr Tour si le cancer du col de l'utérus était un peu laissé à l'écart. Je vais rapidement vous montrer ce livre qui est une de mes publications sur le cancer. Voilà. J'ai lancé une collection, une série de livres avec des médecins. Justement parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller sur le terrain pour tout le monde. Et là, c'est sur le cancer du col de l'utérus en 100 questions et réponses. Toutes les questions que vous vous posez, il est déjà sur le marché depuis quelques temps. Et dans 2 jours, va paraître le cancer du sein en 150 questions avec un sénologue, gynécologue et oncologue. Donc, c'est important de montrer comment les médecins qui portent la parole crédible, la parole rassurante, mais la parole vraie, donnent du temps pour justement répondre aux questions d'une journaliste, pour permettre à ceux qui sont curieux, à ceux qui sont curieux du bien-être, de s'informer de manière rassurante et de manière rassurée. Donc c'est cela. Nous sommes présents sur le terrain, nous sommes présents à Abidjan, nous envahissons notre pays parce que les médias sont là pour justement prolonger la diffusion d'informations. C'est cela que nous vous remercions et souhaitons donc que cet engagement soit collectivement Je reviens impliqué. donc sur ce livre, 100 questions, réponses pour tout savoir, le livre qui sauve des vies. Justement, est-ce qu'il est disponible partout en Côte d'Ivoire? Il est
pas disponible, mais il peut se rendre disponible. Parce que c'est un livre qui soutient nos campagnes de sensibilisation. Donc l'idée, en fait, on le présente quand on parle, pour que les gens comprennent l'intérêt de se dire, j'ai des questions que je me pose, je vais peut-être avoir ce livre. Mais ça, c'est sur le cancer du col de l'utérus. Celui sur le cancer du sein va apparaître donc dans 2 jours et sera donc présenté le 10 octobre à la cérémonie officielle de lancement de Octobre Rose 2024 par la COL-CC au Palais de la Culture de Treichville. Et cette cérémonie bénéficie alors du haut patronage et de la bénédiction de M. le Premier ministre et du parrainage de M. le ministre de la Santé qui sera donc présent. Ce sera une occasion dépistage dès 7 h du matin, conférence publique avec professeur Didi Kouko Koulibaly, en présence du professeur Innocent Adoubi, et puis de nos partenaires, notamment un laboratoire qui a eu la généreuse idée de signer une convention avec notre pays et qui offre des molécules qui coûtent plus d'1 million par moment gratuitement pour certains traitements quand il s'agit de la chimiothérapie. Et parce qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a mis en branle une politique solidaire qui permet de créer les conditions pour que la prise en charge soit possible, même quand c'est lourdement financé, mais parfois gratuitement. Et souvent de fois, permettre à toutes les personnes qui peuvent donc, qui sont atteintes de cancer de pouvoir se soigner. Donc, très bien. Voilà. Marius Comoré. Nous savons tous que certains programmes liés donc au dépistage du cancer du sein existent dans notre pays. À ce jour, que pensez-vous de leur efficacité et comment améliorer au cas l'accès justement au dépistage si de besoin? Très bien. Pour les deux. Commençons donc par Dr Kou. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà pour le dépistage. Mais il faut encore améliorer, il faut encore porter l'information. C'est en ce sens que la clinique Sainte-Rita de Cassia va dans les zones, dans les quartiers un peu défavorables pour faire des dépistages de masse à ces personnes. Gratuitement. Gratuitement. Et à la clinique aussi, on a des dépistages du cancer du col aussi et du sein aussi, gratuitement aussi. Tout ça pour inciter les personnes à se faire dépister tôt. Parce que comme on dit, quand c'est dépisté tôt, la prise en charge est plus facile et le gouvernement va moins dépenser puisqu'il n'y aura pas trop à dépenser sur les médicaments. Donc, vous jugez leur efficacité assez... Il reste beaucoup à faire. Vraiment, il reste beaucoup à faire, mais on encourage ce qui est déjà en place. Absolument. Très bien. Daouda? Dépister tôt, le cancer du sein se guérit. Mais en fait, parce qu'à chaque Octobre Rose, je sens qu'il y a une vaste campagne qui vient à tout moment. Donc, concrètement, ma question, elle est ouverte. C'est pour dire concrètement, quels sont les défis majeurs auxquels les femmes sont confrontées, en fait, dans le cadre du dépistage? Est-ce qu'elles entendent les sensibilisations? Quel est le problème et comment y remédier, en fait? Pour que le max de personnes puissent être touchées. Parce que chaque année, on est sur la même rhétorique de aller le faire dépister. On a comme l'impression que le message n'a pas été véritablement entendu. C'est la problématique que je me pose, en fait. Docteur? D'accord. C'est vrai que le mois d'octobre, c'est le mois où on préconise le plus le dépistage. Mais le dépistage, il se fait tous les jours. Tous les jours. On sensibilise les patientes, en tout cas nous personnellement, on sensibilise les patientes qui viennent à la clinique et on essaie de mener des actions aussi d'information. On a des spots un peu qui passent sur les télévisions où on sensibilise les dames qui viennent. Mais cette information-là ne va pas souvent chez les femmes qui sont au marché, qui sont dans des quartiers défavorisés. Il y a encore des cibles qu'il faut bien toucher. Voilà. Ce sont ces cibles-là que nous cherchons à atteindre aussi en accompagnant, en étant bien sûr avec les ONG aussi, et les médias, pour que l'information puisse passer et qu'elle puisse venir se faire dépister tôt. Très bien. Réaction de Sa Majesté? Daouda, je crois qu'il fait de la provocation. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il a fait, Daouda? Il a bien conscience que la répétition est pédagogique. C'est ça. Ça, c'est une évidence. Sa Majesté. Tant qu'il y aura des femmes et des hommes en vie sur cette planète Terre, il y aura toujours des raisons. Octobre Rose vivra. De parler de cancer et de sensibiliser. Sensibiliser, c'est informer parce que
être informé, c'est prendre la bonne décision. C'est pour ça que Daouda est chroniqueur et que tous les soirs, il nous bassine avec ses chroniques et ses analyses pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Nous, on vient qu'une fois par an et pourtant, on devrait tous les jours parler du cancer du sein, parler du cancer du col de l'utérus, parler du cancer de la prostate, parler du cancer du foie, parler des cancers pédiatriques, parce que nous sommes des cellules et que chaque cellule de notre corps a peut-être son cancer. Donc, on doit en parler tous les jours. On n'en parle pas pour effrayer, on en parle justement pour montrer qu'en fait, c'est une maladie qu'il faut prendre comme une maladie ordinaire et qui doit pouvoir se soigner parce qu'on va tôt à l'hôpital et qu'on sait réagir comme il faut. On sensibilise pour que nous puissions avoir les bonnes réactions, pour qu'on prenne la bonne décision. Et M. Komo, je vous assure que les actions des ONG vont à la fois partout où l'on peut aller. Mais ne comptez pas que sur les ONG. Nous sommes que comme des personnes relais et vous êtes dans une course de relais en train de prendre le relais pour continuer donc, le combat. Faire écho, et ça, c'est faire écho. Et les médias, c'est cela. Chacun de nous fait écho parce que les chiffres parlent. On vous dit que d'ici 2050, peut-être qu'une femme sur 5, peut-être qu'une femme sur 6, peut-être qu'une femme sur 8 aura eu affaire au cancer du sein. Donc, aucune famille n'échappera. Mais je ne parle pas de ça pour effrayer, puisque même moi qui parle, je suis une survivante du cancer du sein. Donc, on peut être victime du cancer du sein et puis se retrouver avec une vie totalement en rose, voir la vie en rose, porter des lunettes roses, avoir un pagne rose et puis être dans un environnement totalement rose. Parce que la vie est belle. Parce que la vie est belle. Franchement, parce que la vie est belle. Alors, justement, Majesté, la vie est tellement belle que ce lancement, on sait qu'il sera beau. Mais quelles sont les activités majeures de ce lancement? On a parlé des conférences du professeur Didi Kouko et un autre professeur. Est-ce qu'il y a des moments forts de ce lancement qui aura lieu donc le jeudi 3 à partir de... C'est cela? Le jeudi 10 octobre. Jeudi 10, pardon, à partir de 7 heures, voilà. Au Palais de la Culture. Au Palais de la 7 heures, Culture, ça paraît tôt, mais parce qu'on commence par des séances de dépistage gratuites. Ah ouais. Donc toute la journée de 7h à 17h, le Palais de la Culture Bernardadieu devient un lieu de célébration de la vie au profit des femmes. C'est bien dit, ouais. Venez, nombreuses, vous gratuitement faire regarder, vous faire voir, rencontrer des personnes, échanger, sortez du traumatisme de cette maladie qui n'est pas une maladie si dangereuse, pourvu qu'on la prenne en main tôt. Dépistage donc dès 7h du matin, gratuitement, avec des médecins, des sages-femmes, des gynécologues. Docteur est là, elle sortira de sa clinique pour venir, elle fait déjà là, et ils sont présents gratuitement, il faut en profiter pendant tout le mois d'octobre. Et puis ensuite, conférence. Animée par le professeur Didi Kouko. On a la thématique déjà. Oui, la thématique qu'on a, je vous le donne tout de suite. La thématique, ne pas me tromper, ce sont des terminologies, il ne faut pas se tromper. Oui. C'est lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Quelle collaboration entre les professionnels de la santé et la société civile? Quel mariage, quelle union, quelle cohabitation, quelle solidarité. On vient encore là célébrer la solidarité parce que c'est ensemble qu'on va lutter contre le cancer. Et moi, je parle souvent on va vaincre le cancer sous sa forme quelle qu'il soit, quand on aura vaincu les cancers de l'ignorance et de l'indifférence. Ça, c'est clair. Quand on aura su ce que c'est et quand on aura été solidaire pour mener le combat contre ces pathologies-là, on va pouvoir vaincre le cancer. Parce que c'est une maladie totalement ordinaire aujourd'hui, qui devient une maladie chronique. Les médecins nous le rendent une maladie chronique. On peut vivre avec comme un diabète tranquillement. Et on n'est pas obligé d'avoir l'ablation du sein aujourd'hui. Moi, je ne peux pas vous le montrer, mais je vous le dis. Donc, croyez-moi. Voilà, je préfère m'arrêter là. Alors, donc, il y aura la prise de parole de M. le ministre de la Santé, qui va donc là-bas représenter avec nous le Premier ministre, donc passer le message, Monsieur le Premier ministre. Mais au-delà de tout cela, c'est le message du chef de l'État qui, lui, justement, a mis en place dans notre pays les structures pour justement affronter cette pathologie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on soigne le cancer avec toutes les formes de traitement. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Un plateau technique qui est déjà avec le CENRAO. On en a dans le privé, on en a dans le public. Très bien. Il y en a partout en Côte d'Ivoire. Et les personnels spécialisés est formé pour cela. Les choses avancent. On dira oui, il n'y en a pas assez. Oui, mais avant, il n'y avait pas beaucoup. Voilà. Alors, s'il vous plaît, on aura la question de Daouda et d'Hermel, mais juste un point. Est-ce qu'on aura une cérémonie officielle détachée à l'intérieur du pays où tout sera sur Abidjan? L'idée, c'est qu'en fait, on lance la campagne et après, c'est le déploiement. Très bien. Point du départ. Et après, déploiement total, mais qui a déjà commencé le 1er octobre. Hein. Très bien. Le 10, c'est juste le lancement officiel avec la tutelle, avec nos autorités qui viennent réaffirmer l'engagement de l'État à justement accompagner les femmes. Mais depuis, les ONG sont sur le terrain. Et donc, Daouda, question. Sa Majesté, excusez ma candeur, mais en fait... Je vous suspecte déjà. Non, ne me suspectez pas. Mais en fait, la question, en fait, c'est plus pour le docteur, mais après, je pense que vous allez rebondir. D'accord. L'idée, c'est que comme on parle du cancer du sein, est-ce qu'une femme
qui a déjà fait son test, qui a été négatif, l'année prochaine, chaque année, doit-elle faire ce test-là ou bien elle doit attendre 2 ans, 3 ans? Ah oui, bonne question. Ouais. Normalement, s'il n'y a pas d'antécédent particulier, ça veut dire que si dans la famille, il n'y a pas de cancer, si elle a une hygiène de vie correcte. C'est quoi une hygiène de vie correcte pour Une une hygiène femme? de vie, pas d'alcool, Très bien. pas de tabac, Voilà. faire Du sport. Manger sainement, C'est quoi manger sainement? On en parle, mais c'est bon de pouvoir... pas trop gras, pas trop sucré. OK. Voilà, parce que Pas trop l'obésité salé aussi, oui, pas trop salé aussi. L'obésité aussi peut être source. Pas trop de sauce graines, de sauce arachide et tout ça. Oui, pas tard. Pas tard. Pas Parce qu'on ne manger tard, digère c'est ce que je pas, veux dire. justement, quand on mange tard, C'est Daouda. ça. Il a l'habitude de manger peut-être à J'ai 21h, perdu le fil 22h, de 23h. Très bien, allez-y. Ah, Alors oui, donc, je manger suis là sainement. Manger sainement. S'il n'y a pas d'éléments négatifs, le dépistage se fait tous les 2 ans. OK. Tous les 2 ans, le dépistage. Chaque 2 ans. coûte c'est rien ça. de Chaque 2 venir ans. Mais, actualiser. normalement, une femme fait sa visite annuelle chez le médecin. Et le dépistage commence par la femme même. L'autopalpation, l'observation de ses seins. Voilà. Dès qu'il y a une anomalie, même si les 2 ans ne sont pas arrivés, la dame peut aller chez son médecin. Justement, on aura le point de Sa Majesté Oui, sur cette donc question. on le dit, il y a des gestes tout simples. Une fois par mois, pour la femme qui a des menstrues, choisir un jour, 10 jours après ses menstrues, le temps que les seins retrouvent leur forme normale, et se palper le sein. Palper, c'est presser le sein, arriver au bout, presser le mamelon et s'assurer qu'il n'y a pas de liquide, parce que la présence de liquide, alors qu'on n'allait pas, peut être aussi un facteur Voilà. assez donc, effroyable. Pour la femme qui est ménopausée, choisir un jour dans le mois pour se faire son autopalpation, et comme le docteur l'a dit, aller au moins 1 fois par an faire sa mammographie. Je le dis, la comparaison n'est pas raison, mais ça peut peut-être aider à comprendre. Les femmes ont l'art de prendre soin de leur voiture parce qu'elles ont peur de tomber en panne. Visite technique, on le fait à temps. Contrôle régulier, on le fait parce qu'on a peur que le policier nous arrête en cours de chemin. Mais la visite technique qu'on accorde à sa voiture, on doit pouvoir accorder la même visite technique À son corps. qui est une mécanique. Exactement. Mais voilà, donc je crois que si on comprend, on est capable de prendre soin de sa voiture, on doit pouvoir encore être plus capable de prendre soin de son corps, qui est donc l'espace de vie dans lequel nous sommes, qui nous permet donc de nous asseoir et d'exister, quoi, simplement. Très bien. Question, oui, Herman, pardon. Moi, ma question, peut-être que c'est... Vous avez parlé tout à l'heure d'une synergie entre les cliniques privées et puis les établissements sanitaires publics. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les tarifs sont homologués, surtout qu'on sait les coûts de ces prestations-là, notamment pour les cancers les plus effroyables, pour prendre vos thèmes. Est-ce qu'il y a quand même les tarifs sont homologués entre cliniques privées et établissements sanitaires pour que les gens Pour puissent... encourager davantage, encourager justement. davantage. Bon, dans les hôpitaux publics, notamment le CNRAO, les tarifs sont étudiés, ce sont des tarifs sociaux. Oui, bien sûr. Mais dans les cliniques privées, ce sont des investissements que des particuliers font, donc il faut rentabiliser. Mais je pense qu'à l'occasion d'Octobre Rose, les cliniques privées font l'effort de faire des abattements sur leurs tarifs pour que le maximum de population puisse venir. Juste pour Octobre Rose, c'est cela? Oui, juste pour Octobre Rose. Après, ça dépend des objectifs de chaque clinique. Est-ce que justement ça peut ne pas représenter un facteur bloquant, Sa Majesté? À la limite, il faut peut-être qu'on aborde la question sous l'angle plus global, les questions de santé. Est-ce que pour un autre type de maladie, est-ce qu'on va appliquer des tarifs homologués, comme dit Herman? Non, je crois que les cliniques ont leur tarification, leur organisation, leur structuration, leurs équipements. L'hôpital public qui est à la charge de l'État crée les conditions pour que toute la population puisse être soignée dans de bonnes conditions. Et puis, bon, pour des personnes qui veulent un traitement spécifique, pour des commodités personnelles, choisissent d'aller en clinique. C'est comme entre l'école publique et l'école privée. Je mets mon enfant à l'école privée parce que j'ai les moyens de le faire. C'est ça. L'école publique, l'État crée les conditions pour que tous les enfants de Côte d'Ivoire aillent à l'école de manière convenable. C'est ça la question qu'il faut peut-être voir autrement. C'est pour ça d'ailleurs que là, avec le Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, qui est dirigé Qui fait par des choses extraordinaires, Didi Kouko Koulibaly, justement là, les tarifs sont homologués, mais il n'y a pas même que homologués, il n'y a même pas que étudiés, ça va au-delà. On permet à la personne soignée de payer à tempérament selon ses moyens. En fait, on se soigne même à crédit. Ce n'est pas un jeu de mots, même si je m'appelle Agnès Tout à fait, Crédit. on l'a reçu Donc, ici voilà. sur ce plateau. Donc, voilà, et ça se dit et ça se fait. Majesté. Donc, vous voyez que tout est fait pour qu'on n'ait pas à souffrir en plus du cancer, parce qu'on De aura la peur d'aller charge se faire soigner. financière. Tout est fait. Mais ce qui va être encore fabuleux,
c'est qu'il y ait une vraie solidarité pour que les médias, les ONG, la société civile, les familles, les médecins, tous les acteurs de la société s'engagent dans la lutte contre le cancer, quel qu'il soit. Là, c'est le cancer du sein, mais demain, c'est d'autres cancers. Si nous sommes solidaires, si nous passons les informations et que nous sommes capables d'accompagner les unes et les autres, les uns et les autres, on va créer les conditions pour que le cancer soit supportable, soit moins effroyable et soit moins cher, parce qu'on l'aura pris en même taux. Pris en même tôt, on en guérit parce que les coûts seront moins chers. Et on a terminé. Merci en tout cas. Et j'aime bien la chute. Octobre rose. Demain, vous pouvez être là encore. Après, la répétition est pédagogique. Alors, pour ceux qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe autour de Sa Majesté? Je vais dire merci c'est juste, oui. à une dame qui incarne l'engagement, c'est notre présidente, Maître Fadiga, Fatou Fadiga, président de la CC, qui est quelqu'un qui est hyper engagé, mais qui met de son temps, de son énergie, de son argent, de sa passion, et qui s'est dit, je traîne le mouvement et on y va. Et puis nos partenaires, le programme national de lutte contre le cancer. Très bien. Alors, le ministère de la Santé, Christelle, Daouda et Jab Herman. Alors, docteur Kouo, votre mot de fin également. Et Pomoué. Voilà. Votre mot de fin. C'est toujours un réel plaisir de rencontrer Sa Majesté. C'est de vous remercier de Notre nous avoir plaisir. invités sur ce plateau. Nous invitons toutes les femmes à se faire dépister et surtout à se palper, pour pouvoir prendre la décision d'aller à l'hôpital. Parce que les hommes même doivent les encourager. Oui, les hommes, il y a les cancers du sein chez l'homme aussi. Il y a du cancer du sein chez l'homme, donc il faut faire l'autopalpation. C'est le premier pas et après ça, tout se déroule. Merci beaucoup. On a été vraiment très, très ravis, mais vraiment ravis de vous avoir. Quand on a une aînée, une grande sœur dans le métier qui a commencé avant nous et que... Elle nous déstabilise. C'est toi qui l'as déstabilisé. Je le confirme, j'ai été déstabilisé. Merci. Messieurs, elle était justement, chers téléspectateurs, elles étaient sur ce plateau pour parler justement de l'impact des initiatives dans la lutte contre le cancer du sein. Docteur Kouo Sila Dorette, gynécologue obstétricienne, j'y suis arrivée, et avec plaisir, Sa Majesté Agnès Crédy, première vice-présidente de la coalition des organisations de lutte contre le cancer. Merci mesdames d'être venues et on espère et on croit qu'on sera cancer zéro, cancer du sein et autres cancers ici en Côte d'Ivoire. Les programmes continuent sur Live TV. Vous aurez tout à l'heure, juste après nous, notre série Fouteuse de troubles. Après, ça sera Brazing. Et comme j'aime à le dire, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.